Bonjour, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le Maestrix pour parler des études de cas. Comment réussir une étude de cas en entretien de recrutement. Donc aujourd'hui, on est avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Julie, bonjour tout le monde et content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce beau sujet. Exactement. Jonathan, il a beaucoup d'expérience dans le produit, plus de 10 ans d'expérience dans le produit. Et donc, il a passé beaucoup d'entretiens dans le produit, mais aussi, il a fait passer beaucoup d'entretiens. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'expérience sur ce sujet de l'étude de cas. C'est lui, dans nos formations Maestro, c'est lui qui intervient d'ailleurs souvent sur ce sujet. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais juste vous partager un petit formulaire pour savoir d'où vous venez et ce que vous faites actuellement. Hop. Et ça permettra d'adapter un petit peu la présentation de Jonathan. Et puis ensuite, je vais le laisser commencer. Top. Pour l'instant, on a du product owner, du product manager. Aussi, j'en profite pour vous dire que donc la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, j'imagine. Vous avez le chat où vous pouvez échanger entre vous, enfin, réagir à ce qui se dit, etc. Partager aussi votre expérience. Et vous avez la partie Q&A où vous pouvez poser toutes vos questions. Vos questions, soit on les prendra tout de suite si elles sont pertinentes dans la discussion, sinon on les prendra à la fin de la présentation de Jonathan. Oui, avec plaisir. Je commence, Julie? Ouais, vas-y, je t'en prie. Hop, donc en effet, on a une grosse majorité de product owner et de product manager pour ce Maestrix. Ça tombe Donc, ce bien. qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est à peu près 30 minutes de focus sur l'étude de cas dans le cadre d'un entretien. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, par la suite, on aura un temps dédié aux questions complémentaires, en plus de celles qu'on aura le plaisir de traiter lors de l'échange. Alors, pour être un peu plus précis concernant mon profil, moi, j'ai maintenant 15 années d'expérience dans le produit. Je suis ce qu'on appelle un CPO en freelance, c'est-à-dire que très concrètement, j'interviens sur des thématiques assez stratégiques et assez organisationnelles dans les structures de mes clients. J'ai un background qui a au début été très orienté vers les startups, les scale-up, vu que je suis quelqu'un d'assez dynamique à la base. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure, dans le cadre maintenant de mes missions en tant que freelance, j'opère plus souvent auprès d'entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes. Et puis, j'ai eu le plaisir de coacher 600, voire 800 personnes maintenant, 800 professionnels, par le biais des formations Maestro, par le biais des formations professionnelles et du mentoring, du coaching que je fais en individuel, en accompagnement, pour les personnes qui ont envie d'aller encore plus loin ou qui pensent avoir des problématiques assez précises et qui ont donc besoin d'être épaulées sur leur arrivée sur le marché ou d'autres questions plus orientées sur le product management. On peut voir ici quelques entreprises avec lesquelles j'ai eu le plaisir de collaborer en mission ou en CDI, sachant que mes thématiques sont surtout des thématiques B2C, le bien-être, l'e-commerce, le retail, la nouvelle mobilité, et puis également tout ce qui est social, divertissement, qui me plaît beaucoup. En marge de tout ça, j'ai le plaisir de co-animer des sessions Product Partners. Et Product Partners, c'est quoi? C'est tout simplement une petite entité qui propose de l'entraide. On mène des sessions d'à peu près 2 heures qui se présentent une fois par mois. On a eu le plaisir récemment d'aller dans les locaux de Ledger, de Lucas. Et l'objectif, c'est d'échanger sur des problématiques du quotidien qu'on peut avoir entre product managers. Et voilà, on essaie de s'entraider pendant ces 2 heures-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à suivre mon profil LinkedIn. On met à jour des informations sur ces événements-là. Et on va en revenir au vif du sujet. Bien évidemment, ce qui vous intéresse aujourd'hui, les use cases qui ont lieu dans le cadre d'entretien. Donc déjà, à quel moment ça intervient dans un processus de recrutement? Généralement,
Comme on peut le voir par cet entonnoir-là, ça intervient vers la fin des étapes. Donc, généralement encore, vous vous trouvez être dans les 3 dernières personnes qui ont pu mener à bien le processus de recrutement, qui arrivent vers la fin. Et ces 3 personnes-là, généralement 4 maximum, 2 minimum, ont la chance de pouvoir essayer de tirer leur épingle du jeu en proposant une réflexion, une solution par rapport à une étude de cas qui leur a été donnée. Ces études de cas, comme on pourra le voir, elles pourront être très structurées à réaliser à la maison, chez soi, ou alors elles seront ce qu'on appelle en live par le biais de questions qui seront posées dans le cadre d'un entretien qui viendra après le premier entretien, comme on peut le voir ici. Ce qu'il faut bien noter, notamment pour certains d'entre vous, qui peuvent être dans une situation de reconversion et qui peuvent être du coup intéressés par les formations Maestro, c'est qu'une étude de cas est une opportunité de vous démarquer. Encore plus si dans le cadre d'une reconversion ou d'un manque d'expérience sur le product management, sur un type de mission de product management, sur un type de structure, sur un type de secteur d'activité, vous avez besoin de compenser certaines lacunes, certains manques d'expérience. Autrement dit, si vous avez 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, et que vous avez face à vous une personne qui a 8 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, qui demande un salaire qui est en conséquence, et qui a un CV peut-être un peu plus étoffé, c'est un bon moyen de compenser tout ça. De montrer que concrètement, par rapport à une problématique qui est exposée dans le cadre de cette étude de cas, vous pouvez avoir la capacité d'avoir un haut niveau de pertinence, d'avoir un niveau de pertinence qui peut être équivalent à une personne qui, sur le papier, peut avoir un meilleur niveau que vous. Donc, c'est un très bon moyen de vous démarquer, encore une fois. Pourquoi, de par le contexte actuel, on peut considérer que c'est encore plus important qu'auparavant? Tout simplement parce que vous le savez bien, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent changer de mission, changer de job, changer de société en tant que product manager. Et donc, il y a pas mal de demandes au niveau du marché. Ce qui fait que, au niveau des process de recrutement, vous pouvez vous retrouver assez fréquemment face à des bons profils ou des très bons profils. Donc, ça me permet d'insister sur le fait que le fait de bien travailler son étude de cas est un bon moyen de tirer son épingle du jeu. Deuxièmement, le métier gagne en maturité. C'est-à-dire que le métier est de plus en plus structuré, il y a de plus en plus de méthodes, il y a de plus en plus de process, il y a de plus en plus d'éléments de structuration qu'on appelle des frameworks dans le jargon produit, qui permettent de montrer ce niveau d'expertise, ce niveau de compétence. Les sociétés le savent, les recruteurs le savent. Peut-être que les dirigeants en produit auxquels vous faites face, dans le cadre de vos processus d'entretien, sont plus experts, sont plus précis qu'il y a quelques années. Pour le coup, leur demande, leur satisfaction est plus complexe à avoir vis-à-vis de l'étude de cas. Il faut donc être plus technique. Quand je parle technique, je parle de technicité métier. Je ne parle pas de technique d'ingénierie, de technique de développement. Vous devez montrer une technicité métier qui est supérieure à avant. De plus, et là, ça rejoint le point du bloc violet. De plus, on est confronté à une situation où on a moins de processus, pour chaque personne qui postule, on a moins de processus qui vont loin, parce qu'il y a plus de monde. Donc concrètement, mon conseil, c'est que lorsque vous avez la chance d'arriver à une étape où vous avez l'opportunité de faire une étude de cas pour montrer votre expertise, jouez votre carte à fond. À mon sens, maintenant, ce serait une erreur de prendre cela à la légère, de prendre cela par-dessus la jambe et de se dire « Ok, d'accord, j'ai une étude de cas, je vais la faire moyennement, je vais essayer de ne pas y concentrer trop de temps parce que je pense qu'après, je pourrai avoir plein d'autres opportunités qui me seront offertes. » C'est moins vrai qu'avant, donc je vous conseille très fortement de mettre le maximum de chance de votre côté lorsque vous avez l'opportunité de passer cette étape d'étude de cas.
Il y a deux grands types de choses qui seront évaluées par l'étude de cas. Ce qu'on appelle les soft skills et ce qu'on appelle les hard skills. Les soft skills, c'est toutes les compétences qui ne sont pas relatives à l'expertise métier, c'est-à-dire votre capacité de communiquer, aussi bien de manière écrite qu'orale, votre capacité à exposer un sujet, exposer votre réflexion. Votre empathie, c'est-à-dire votre capacité à essayer de prendre en main et de considérer les problématiques, notamment des utilisateurs. C'est quelque chose qu'il est hyper important d'avoir quand on travaille dans le product management. Ensuite, votre adaptabilité. À quel point vous avez su aborder rapidement une problématique de la société qui vous a soumise cette étude de cas. Votre gestion du stress, c'est toujours un moment stressant hein, lorsqu'on passe des entretiens. Votre créativité, votre sens de l'organisation. Et puis maintenant, en compétences dures, votre connaissance produit, vos connaissances sectorielles, votre capacité à analyser des données, à analyser des informations, et plus particulièrement vis-à-vis d'un certain type d'études de cas que nous verrons tout à l'heure. Votre capacité à prioriser, une des premières compétences à avoir lorsqu'on est un product manager, et donc quelque chose qui sera très souvent testé lors de cette étape d'étude de cas. Votre capacité à utiliser des méthodes notamment de product manager, et à savoir bien les utiliser, c'est-à-dire utiliser les bonnes méthodes qui vous permettent de recueillir les bonnes informations, de traiter l'information de la bonne manière au bon moment. Le respect de certains process et l'impact business que vous pouvez avoir par votre travail, par la présentation que vous allez réaliser. Il est à noter que l'impact business est quelque chose qui est de plus en plus demandé et qui est de plus en plus testé dans le cadre des entretiens. Pourquoi? Parce que notamment de manière conjoncturelle, par le contexte économique actuel, les sociétés sont, un peu plus regardantes vis-à-vis des budgets qu'elles dégagent. Et donc, concrètement, elles veulent essayer de s'assurer que lorsqu'elles font appel à quelqu'un, il aura capacité à impacter sur ses objectifs. À noter qu'il n'y a pas de règle. C'est pour ça que j'ai mis une petite image de Far West. C'est-à-dire que concrètement, une personne qui rédige un sujet d'étude de cas le fera de la manière qu'elle veut. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de, une grille qui est prédéfinie et qui fasse en sorte que chaque personne qui va réaliser un sujet d'étude de cas va le faire de la même manière, voire de la meilleure manière. Ça peut être complètement différent d'une entreprise à une autre, d'un type d'interlocuteur à un autre, d'un type de mission à une autre. Néanmoins, on va voir quand même, bien sûr, par la suite, certaines choses à faire et certaines choses à éviter lorsqu'on sera confronté à certains types d'études de cas. Chose aussi intéressante pour vous qui postulez, c'est que l'étude de cas vous donne des informations sur l'opportunité dont il est question. C'est-à-dire que, par exemple, si dans le cadre de l'étude de cas, il va être testé des compétences business, ou au contraire, il va être testé des compétences en matière de rédaction de user stories, par exemple, vous saurez, ou du moins vous aurez une idée sur ce qui est important pour votre recruteur par rapport au métier. Et c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire plutôt de la user discovery, c'est-à-dire vous concentrer sur la compréhension des besoins utilisateurs et leur priorisation, si vous avez une étude de cas qui est très fortement orientée sur les interactions avec les développeurs, la rédaction de user stories, la rédaction de cahiers de tests, vous pourrez vous dire « Ah, concrètement, je pense que par rapport à ce que je voulais, il peut y avoir une différence. » Donc, là aussi, l'étude de cas vous donne des informations sur ce qui est important et sur ce qui est considéré comme important dans le cadre de la mission à laquelle ou de l'opportunité d'emploi à laquelle vous postulez. Un petit tableau, très simplement pour vous dire que, en faisant des généralités, bien évidemment, il peut y avoir des spécificités, mais en faisant des généralités, les compétences dures, l'expertise en termes de product management est plus souvent est jugée de manière plus précise lorsqu'on va postuler à une startup, à une scale-up.
Pourquoi? Parce qu'elle est généralement plus au goût du jour vis-à-vis des méthodes de product management, tandis que là aussi, en faisant des grandes généralités, lorsqu'on va postuler auprès de grands groupes, on risque plus fortement d'être jugé sur des capacités relatives à la gestion de projet, à la communication, aux interactions qu'on peut avoir avec des parties prenantes. On va voir maintenant 3 formats d'études de cas. Le format que j'appelle en improvisation, c'est-à-dire que très concrètement, à un moment donné de l'interview, on va vous poser une question, on va vous laisser 1-2 minutes pour réfléchir et on va essayer de voir comment vous pouvez donner des éléments de réponse par rapport à la question qui a été posée. Une étude de cas à préparer lors de l'entretien. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez 30 minutes pour préparer un sujet. Et une étude de cas à préparer chez soi, qui pour le coup est généralement plus dense à fournir et qui nécessite un temps de travail en amont beaucoup plus long et qui par la suite nécessite également le fait que vous présentiez les résultats de votre étude de cas à l'interlocuteur qui a pu émettre le sujet ou à toute autre personne de la société. On va parler maintenant de sujets de cas courts, c'est-à-dire ce qu'on a pu voir ici, les formats d'études de cas en improvisation et à préparer lors de l'entretien. Il y a 3 grands types de sujets. Je n'ai pas la prétention de vous montrer là toute l'exhaustivité, mais néanmoins, de par les sujets que je peux donner, les sujets d'études de cas lorsque j'ai pu postuler à des missions ou à des CDI, ou même les sujets d'études de cas lorsque j'accompagne des personnes dans le cadre du mentoring, voici les gros types d'études de cas qu'on peut voir. De l'analyse de données, de l'analyse de parcours et de la priorisation. Et on va s'attarder sur ces 3 types et voir justement quelles sont les erreurs à éviter et ce qu'il faut faire. Premier type, l'analyse de données. Ce qui se passe, c'est qu'on va vous poser une question qui est relative à une augmentation ou à une baisse d'une donnée qui est importante pour la société, pour le produit sur lequel vous allez travailler. Et on va vous demander votre cheminement de pensée, votre réflexion qui vous amène à penser que cela peut s'agir plus d'une hypothèse plutôt qu'une autre. Je vais commencer par les erreurs à éviter, même si ça figure à droite. La première erreur, ce serait de se mettre à réfléchir pendant 30 secondes, 1 minute, sans faire part de sa réflexion, d'être là, et de dire « je pense que c'est ça ». C'est dû à un mauvais tracking, par exemple. Concrètement, c'est quelque chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous ne voit pas votre réflexion. Donc, elle n'a pas capacité à juger si votre réflexion est plutôt bonne ou pas. Et donc, vous pouvez vous planter. Si vous vous plantez sur le résultat, il n'y a rien qui vous permettra de confirmer que malgré le fait que vous ayez un mauvais résultat, votre approche est satisfaisante. 2, c'est une erreur. Et ça montre toujours un certain aspect junior, en tout cas je le ressens comme ça en tant que recruteur, lorsqu'on a tendance à foncer tête baissée sur une solution, sur un choix. Cela montre toujours, à mon sens, une capacité qui est plus relative au senior, à avoir une bonne compréhension de son environnement, à avoir une bonne compréhension d'un contexte, de commencer par dire, voilà, par rapport à ce sujet-là, je vois 3 gros types de possibilités, 3 gros types de problèmes, et par rapport à ces problèmes, je pense que cela peut être ça, oui, non, et s'instaure après une réflexion avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Maintenant, ce qui est plutôt à faire, c'est de poser des questions. Il s'agit d'un échange généralement dans ce genre d'études de cas, à part si bien évidemment l'interlocuteur part et vous laisse tout seul dans la salle pour pouvoir travailler. L'objectif, c'est de poser des questions pour pouvoir essayer d'aborder le cheminement. Exemple, vous pouvez poser une question sur, par exemple, quand on est dans ce cas-là de la raison d'une baisse d'abonnement sur le site, mais est-ce que vous avez changé votre Google Analytics? Est-ce qu'il y a changé, vous avez changé des choses dessus? Est-ce que vous avez changé votre tracker, etc. Oui, non. Et comme ça, vous allez aborder plusieurs types de sujets qui vous permettront de montrer que vous avez pu essayer de balayer tout le scope de ce qui peut impacter sur cette métrique-là. C'est la manière à recommander.
Et être structuré. Comme je le disais tout à l'heure, commencer par dire, voilà, je pense qu'il y a 3 grands types de problèmes qui peuvent être posés, et ensuite vous allez dans le détail. Il est à noter que nous, c'est cette approche en 3 étapes, cette méthode de résolution sur laquelle on s'entraîne dans le cadre des formations Maestro que j'ai le plaisir d'animer. De l'analyse de parcours, où là, pour le coup, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment on peut améliorer un parcours existant sur une application, sur un logiciel en SaaS. Exemple, améliorer le parcours de modération pour améliorer la productivité des équipes. Ce qui a évité, c'est de se concentrer sur une seule interface, de perdre là aussi la vision d'ensemble. Il faut toujours commencer par l'analyse d'un parcours. Et puis après, si on se rend compte que lors de l'analyse d'un parcours, il y a des problématiques spécifiques sur certaines étapes, là, après, on va se concentrer sur ces étapes-là. Mais on ne va pas le faire de but en blanc. Et toujours éviter d'oublier le problème. Parce que une des problématiques de ce type d'analyse, c'est qu'on va essayer de travailler sur une solution. Et que très fréquemment, les personnes ont tendance à oublier le problème de départ lorsqu'elles vont s'attarder sur une solution. Donc, pour cette étude de cas, pour ce type d'analyse, essayez de toujours garder en tête l'objectif, les contraintes qui vous sont indiquées. Et ici, par exemple, l'objectif, c'est d'améliorer la productivité des équipes. Et améliorer la productivité des équipes, ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer le temps de traitement par rapport à un processus qui est mis en place. Et donc, ce qu'il y a à faire, là aussi, poser des questions, instaurer un dialogue, essayer d'avoir des réponses qui vous permettent de mieux comprendre la situation et d'être plus pertinent dans la solution que vous allez proposer. Et également, partir du parcours initial. Essayer de comprendre ce qui se passe au préalable avant de proposer des modifications. Dernier type d'études courtes, la priorisation des opportunités ou des solutions. J'ai envie de dire que c'est la plus simple pour les product managers conformes parce que grâce aux formations, ils ont tout plein de méthodes, tout plein d'outils de cadrage, de frameworks qui leur permettent de bien appréhender une situation. Donc là, par contre, ce qu'il y a à éviter, c'est bien évidemment d'y aller au feeling. C'est de ne pas appliquer une méthode de priorisation qu'on a pu aborder et d'oublier des types de paramètres qui peuvent être importants. Exemple, je parlais en préambule de l'importance d'avoir des compétences en évaluation d'impact business. Eh bien, concrètement, si on oublie ce paramètre business-là, cela peut faire défaut et cela peut vous porter préjudice sur ce type d'études. Et au contraire, là aussi, ce qu'il y a à faire, poser des questions, essayer d'évaluer chaque paramètre. D'accord, au niveau de l'impact business actuellement, on est comment, à quel point une idée qui est émise peut avoir un impact, etc. etc. Et on va maintenant faire un focus sur un type d'étude de cas à préparer chez soi. Donc, c'est quoi? De quoi c'est composé? C'est composé d'un document de présentation que vous allez réaliser, format PowerPoint, généralement lorsque vous allez postuler dans des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire. Généralement, lorsqu'on postule dans une startup, on peut utiliser l'outil qu'elles aiment bien, Canva, Notion, etc. Vous pouvez essayer de proposer une solution vis-à-vis de l'outil qu'elles ont l'habitude d'utiliser dans le cadre de leur travail et qu'elles ont utilisé notamment pour réaliser l'étude de cas. Alors, il y a un point qui est hyper important. C'est que vous pouvez avoir peur de considérer que l'étude de cas, c'est un peu un moment de travail gratuit. Moi-même, pour tout vous dire, j'ai été très longtemps bidon en étude de cas parce que j'ai été un peu marqué par le fait qu'une fois, j'ai postulé dans une société et on m'a demandé de faire une étude de cas. Et durant ma présentation de l'étude de cas, je m'étais donné à fond. Durant la présentation de l'étude de cas, à un moment donné, les deux interlocuteurs en face de moi se sont regardés et se sont dit « Ah c'est mieux que faire appel à un cabinet de conseil ». Au final, je n'ai pas été pris et j'ai eu le plaisir de voir sur le site de la société, sur le produit de la société, 2 semaines après, la majorité de mes recommandations, qui étaient assez rapides à implémenter pour le coup, qui étaient mises en place. Donc, malheureusement, ça m'avait marqué négativement. Et pendant longtemps, je freinais
je me freinais lors de la réalisation d'une étude de cas. Et pour le coup, ce que je vous ai conseillé, au contraire, c'est le troisième point qu'on voit ici, c'est de vous donner à fond. Même si, par exemple, il est stipulé qu'il est conseillé de faire l'étude de cas en 2 heures, si vous avez besoin de 4 heures, 6 heures pour faire une étude de cas de qualité, faites-le. Faites-le. Parce que il faut jouer votre va-tout, encore une fois. Et qu'en plus, dites-vous bien que vous ne savez pas ce que vont faire vos concurrents. C'est un moment de compétition. Vous pouvez très bien respecter les 2 heures de travail recommandées pour réaliser l'étude de cas durant un week-end, par exemple, et vous trouvez face à des concurrents qui ne vont pas le faire. Il y a un cas pour lequel ce n'est pas vrai de faire ça, c'est lorsque, par exemple, une personne de la société vous envoie l'étude de cas à une certaine heure, elle vous indique que l'étude de cas est renvoyée 2 heures après. Donc là, pour le coup, il faut complètement respecter les horaires et les indications qui sont indiquées. Là aussi, il est conseillé d'envoyer des questions au contact de l'entreprise sur l'étude de cas qu'il est demandé de réaliser, ce qui vous permet de préciser le sujet et de vous permettre de mieux traiter l'étude de cas que vous allez réaliser. Alors, faites-le en une fois. C'est-à-dire qu'au lieu de... Vous n'allez pas faire des échanges et 10 échanges pour poser 10 questions. Au contraire, vous allez simplement faire un email structuré ou une communication via un outil qui va bien à la société de manière structurée, en regroupant les questions par thématique et montrer que votre approche est bonne et professionnelle vis-à-vis de cette étude de cas. Soyez concis, structuré, racontez une histoire. Avec l'étude de cas que vous allez proposer, il faut pouvoir embarquer les personnes. Encore plus lorsque une des personnes que vous pouvez avoir en face de vous n'est pas la rédactrice de l'étude de cas. Indiquez ce que vous avez fait et sachez toujours pourquoi. Il est hyper important dans notre travail de pouvoir convaincre plutôt que persuader, d'avoir capacité à montrer que par des éléments rationnels, par des choses qui peuvent être vérifiées, par des hypothèses qu'on a émises et qu'on a voulu tester, ou par des hypothèses que l'on soumettra, on veut avoir des éléments de réponse. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous challenger avec ChatGPT, Claude, avec un collègue, avec une personne de la formation. Hein. Les personnes en formation font très souvent ça chez Maestro et ils essaient de s'entraider pour pouvoir essayer de voir si vos réponses sont satisfaisantes, s'il y avait certains angles, certaines précisions qu'on pouvait avoir, etc., etc. Et notamment, par le biais des IA génératives, essayez de jauger à quel point votre logique a été bonne, s'il n'y a pas des erreurs de logique qui pourraient être préjudiciables dans le cadre de la réalisation de votre étude de cas, s'il y a certains biais, et vous pouvez également essayer de trouver des informations complémentaires, notamment sur le marché, etc. Mais si vous faites ça, essayez toujours de sourcer. À noter qu'il y a des outils de structuration et que nous, dans le cadre de la formation, on voit une méthode qui a fait ses preuves, une méthode en 6 étapes pour présenter une étude de cas. Essayez d'utiliser les méthodes avec lesquelles vous êtes à l'aise et les méthodes qui permettent d'arriver à des résultats pertinents. Il y a plusieurs types de méthodes, en découverte des besoins utilisateurs, en priorisation des solutions, en définition, en évaluation. Pour les personnes qui sont dans ce Maestrix et qui sont product managers, il y a certains mots que vous connaissez bien, je pense, certains termes que vous connaissez, la carte d'empathie, l'arborescence d'opportunités, le RICE, le story mapping, etc., etc. Cela dénote, cette utilisation-là, de ces outils-là, dénote votre capacité à utiliser des outils métiers qui ont fait leurs preuves. Ce que je conseille toujours aux personnes avec lesquelles je peux travailler et aux personnes que je peux aider, c'est d'utiliser des méthodes qui sont assez connues, type story mapping, type feuille de route, type RICE. Pourquoi? Parce qu'elles sont reconnues comme des méthodes de product management qui marchent bien auprès des interlocuteurs et donc des personnes avec qui vous passerez ces entretiens, à qui vous présenterez ces études de cas. Durant la présentation, faites preuve de mesure, ne soyez pas prétentieux. Gardez toujours en tête que même si vous vous donnez à fond pour votre étude de cas, vous n'avez pas le niveau d'information que vous pourrez avoir dans une société. Acceptez-le, montrez que vous le savez, ne soyez pas trop sûr de vous, ne faites pas de réaction d'orgueil si on vous dit qu'une solution qui est proposée n'est pas la bonne, etc. Au contraire, dites que ok, d'accord, cela peut s'entendre, et il y aura un moyen de pouvoir tester si l'information qui vous a été donnée par votre interlocuteur est bonne ou pas, etc.
y aller plutôt de cette manière-là. Et dites-vous qu'on reste dans l'humain. Au final, les personnes qui sont en face de vous, ce qu'elles vont essayer de jauger durant cet entretien, c'est d'accord, est-ce que la personne parle à peu près comme nous, et est-ce qu'on pourra être sur la même longueur d'onde si on collabore sur un produit? Est-ce qu'elle est pertinente, cette personne-là, vis-à-vis des solutions qu'elle essaie de proposer, vis-à-vis de la démarche qu'elle nous montre dans le cadre de l'étude de cas? Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? Très simplement. Est-ce qu'elle risque de me mettre la honte? Ça peut être le genre de questions que se posent des sociétés qui peuvent être, comment dire, assez politisées, des grands groupes où pour le coup, vous pouvez avoir une exposition lors de réunions et autres dans lesquelles il y a d'autres parties prenantes qui sont importantes pour votre manager, même des managers de votre manager. Et donc, c'est une question qui peut aussi être posée. Pour finir, avant d'aborder les questions que vous pouvez avoir, si jamais vous souhaitez aller plus loin, il y a trois grandes choses que je vous recommande. Un, notamment un article via Medium que vous pouvez voir ici, qui permet d'avoir des études de cas sur lesquelles s'entraîner, qui sont assez intéressantes. Vous avez un répertoire d'études de cas qui, là, pour le coup, est français. Une très bonne ressource, comme d'autres ressources qui sont créées par vos product crew, qui permettent d'avoir des études de cas de sociétés françaises, qui sont plutôt orientées startup et scale-up. Donc, assez intéressant. Et puis, bien évidemment, la formation durant laquelle vous avez notamment une journée complète qui est dédiée à la préparation à des études de cas et dans laquelle on va plus loin sur les erreurs à éviter et les méthodologies à employer pour essayer de faire mouche et avoir le plus d'impact possible pour ces études de cas. Et je vous remercie. Merci à toi, Jonathan. Je vais juste t'inviter à passer la slide d'après, comme ça je vais parler un petit peu de Maestro en attendant. Je vous partage aussi un petit questionnaire. Alors, pour vous dire que donc chez Maestro, on forme des product managers en devenir. On a plusieurs formations. On a des formations distancielles pour les personnes qui sont en poste, par exemple, ou les personnes qui sont déjà en poste. Et on a une formation en full-time, en présentiel, dans nos locaux à Paris, qui dure 7 semaines. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Camille, dont l'adresse mail se trouve là. Et je vais vous mettre aussi le lien vers son calendrier si vous souhaitez prendre un rendez-vous. On fait aussi des formations de no-code chez Maestro. Donc, les formations de no-code, elles sont en 12 semaines, toujours en distanciel. Et là, on va vous former à des outils comme Notion, Airtable, Softair et Make. La particularité chez Maestro, c'est que on fait en sorte que vous rencontriez beaucoup de monde du produit, dont Jonathan, mais vous avez aussi beaucoup d'intervenants différents. Il y a plus de 25 intervenants sur chaque formation. Tout ça pour que vous puissiez bien comprendre les différences qu'il peut y avoir entre les structures, mais aussi simplement les personnalités, les compétences de chacun. Et on a aussi une approche un peu particulière, c'est qu'on va faire en sorte de vous impliquer beaucoup dans la pratique. Il y aura toujours une partie théorique chez Maestro, mais on vous implique tout de suite et rapidement dans une approche pratique où vous allez en fait tester, faire des erreurs, recommencer, etc. et comprendre en groupe à faire juste correctement les choses, à suivre en tout cas les consignes qui sont données et à réfléchir vraiment par vous-même et à itérer, comme on dit dans le produit, c'est-à-dire faire des tests et puis ajuster selon les échecs, selon ce qui fonctionne. Voilà. Est-ce que tu peux passer juste la slide suivante, s'il te plaît, Jonathan? Chez Maestro, on organise aussi très souvent des événements, donc des événements la plupart du temps en visio, comme aujourd'hui, sur des formats de webinaires où vous pouvez trouver sur Meetup tous les webinaires qu'on organise et vous y inscrire. Vous pouvez nous retrouver aussi, bien sûr, sur LinkedIn, où vous retrouvez toutes les informations. Et sinon, vous pouvez aller sur le site de John Maestro si vous vous interrogez sur le programme, par exemple, de nos formations. Je vous pose juste une autre petite question et puis on va passer aux questions. N'hésitez pas à toutes les poser dans le chat.
Alors, Aïcha qui demande, est-ce qu'il faut maîtriser l'anglais couramment pour faire ce métier? Non, pas forcément. Par contre, il est certain que pour certains types de métiers, ça peut être un prérequis, et ça peut s'expliquer notamment par le fait que dans certaines structures, vous allez avoir des plateaux de développeurs qui sont en offshore, qui peuvent être dans des pays en Italie, en Europe de l'Est, etc., etc. Et pour le coup, généralement, la communication se fait en anglais. Donc, dans ce cadre-là, il peut être prérequis de parler anglais, mais non, il y a bien évidemment des sociétés pour lesquelles il n'est pas requis de parler anglais. L'étude de cas, c'est aussi, c'est aussi un moyen, finalement, comme tu le disais, hein, de voir un peu ce qui est attendu des missions du rôle qui est proposé. Est-ce que pour toi, il y a vraiment des red flags? Oui, j'en parlais un peu. Typiquement, si vous avez une étude de cas qui est très en mode, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce que considèrent les sociétés comme le métier de product owner, c'est-à-dire rédiger des user stories et pondre de la user stories et puis faire des cahiers de recettes. Eh bien, concrètement, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, et si justement vous avez fait, par exemple, la formation Maestro pour devenir product manager parce que vous étiez product owner auparavant, eh ben là, c'est plutôt un red flag. Il faut faire très attention, en fait, au fait, d'une manière plus générale, que beaucoup de sociétés ont du mal à distinguer certains métiers relatifs au product management, au product owner. Donc, pour le coup, c'est hyper intéressant pour vous de voir concrètement qu'est-ce qu'ils mettent derrière. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils mettent derrière, vous pouvez vous en rendre compte, notamment par le sujet de l'étude de cas, par les questions qui sont posées. Alors aussi, un autre red flag, pardon, 2 secondes. Et aussi que, par exemple, il m'est arrivé, lors d'études de cas, d'avoir une personne en face de moi qui marchait partout, de gauche à droite, qui regardait ailleurs, parce qu'elle considérait que le job était très stressant. Il fallait une personne qui ait capacité de parler à des grands comptes, etc. Et bien là, concrètement, si vous n'aimez pas travailler, collaborer dans une société stressante, sur un job stressant, ça peut être un red flag. Ça peut être quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc, aussi le comportement de l'interlocuteur, ce qu'il va chercher à tester, est une très forte indication. Et tu as parlé assez peu d'IA. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toi, tu recommandes de l'utiliser peut-être pour challenger ses idées, mais est-ce que tu trouves que, par exemple, c'est intéressant de dire tout de suite qu'on a utilisé l'IA et d'expliquer pourquoi on l'a utilisé? Alors, c'est à double tranchant. En fait, je parle beaucoup dans cette présentation de savoir pourquoi on fait les choses. Et à mon sens, à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses, on peut faire appel à l'IA pour se poser des questions, pour se challenger sur des problématiques par rapport au marché de la société, par rapport à une question qu'on se pose, par rapport aux utilisateurs, etc. On peut le faire. Mais ce qu'il faut absolument éviter, à mon sens, c'est de ne pas avoir la capacité d'expliquer le résultat qui nous est produit par l'intelligence artificielle. Donc, une fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, une fois qu'on a capacité à structurer de cette manière-là, une fois qu'on a les bonnes méthodes et qu'on sait les appliquer, il devient beaucoup plus facile d'utiliser l'IA à bon escient. Donc, bien évidemment, je conseille de l'utiliser pour se challenger, pour voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette, pour voir si on n'omet pas certaines hypothèses, si on n'omet pas des paramètres. Et c'est un outil qui est bien sûr très utile. Il y a Julie qui demande, lorsque dans la description du process, il est indiqué que l'on doit faire une étude de cas en 60 minutes en entretien, comment se répartit le temps? Est-ce que c'est 30 minutes de préparation et 30 minutes de présentation, ou plutôt pas de préparation et 60 minutes d'entretien? Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît? En fait, elle demande... Ah, je regarde la question, pardon, désolé, oui. Je vais la lire aussi. Mais en gros, l'idée, c'est comment, si on dit que l'étude de cas dure 60 minutes, en général, comment se répartissent ces 60 minutes? Ok, alors donc, ce que j'y comprends,
c'est que vous avez un interlocuteur, et que ça c'est un cas que j'appelle en live, vous avez un interlocuteur qui va dire que vous avez une étude de cas. Donc généralement, en fait, le temps de préparation, il est figé. C'est-à-dire que votre interlocuteur prépare, vous demande de préparer, il peut partir de la salle, il peut vous laisser, il peut faire autre chose, il peut répondre à ses emails, etc. pendant que vous préparez. Et puis ensuite, vous allez présenter. Donc concrètement, le temps de préparation, il est figé. Ce n'est pas vous qui allez avoir comment dire, à savoir quel curseur mettre entre la préparation et la présentation. Ok, on a une autre question de Nicole qui demande le métier de product. Bon, alors là, c'est beaucoup plus large et puis du coup, on va prendre la question, mais on faudra être assez concis. Je pense que Nicole, elle connaît pas trop le métier de product management et du coup, elle demande si ça relève plus de l'opérationnel, de la stratégie ou un peu des deux. Des deux, mon capitaine. Bien évidemment que le niveau de stratégie dépend de la seniorité et que au début, eh bien, en tant que contributeur, on a bien évidemment plus d'aspect opérationnel avec la collaboration avec les équipes, les développeurs, etc. Lors de la réalisation d'user interview, on a beaucoup plus d'aspect opérationnel dans son travail. Super. Est-ce que je vois pas d'autres questions pour l'instant? Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, à tous ceux qui sont encore là et qui vont sûrement aller déjeuner si c'est pas déjà fait. Merci mille fois, Jonathan, parce que c'est ultra intéressant et toujours très pertinent. Et puis, je pense que c'est des bons conseils qui sont facilement activables. Donc, c'était l'idée de Smistrix aujourd'hui. J'espère que vous repartez avec plein de tips que vous pourrez appliquer pendant vos process de recrutement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau Maestrix. Merci à tout le monde et peut-être à bientôt dans une formation Maestro, au plaisir. Au revoir.